Donc bonjour à toutes et à tous. Je commence par dire que je suis contente, d'être ici et de pouvoir discuter de ces pistes de recherche, avec vous. Hem, je voulais commencer par, présenter plusieurs, manières de décrire la relation entre expertes et citoyennes, que j'ai entendues de la part de citoyennes et citoyens après le processus. Hem alors, par exemple, dans 2 de mes entretiens, pendant l'été, j'ai 2 citoyens qui m'ont dit que pour eux, en fait, les citoyennes avaient d'abord apporté, les idées, sur la table, puis que les expertes avaient eu un rôle d'entonnoir en donnant, en fait, plus de détails sur les possibilités techniques, économiques, juridiques et cetera des mesures et en donnant, plus de réalisme aux propositions faites par les citoyennes et les citoyens. Alors qu'une autre citoyenne, dans une intervention médiatique, explique un peu l'inverse. Elle dit que pour elle, c'est les experts qui ont d'abord apporté les constats et les leviers d'action, et ensuite les citoyennes et les citoyens ont plutôt euh, donné plus de réalisme, entre guillemets aussi, parce qu'ils ont permis de dire ce qu'il était possible de faire en fonction des conséquences de ces mesures sur la vie des personnes présentes. Et ce que je vais essayer d'explorer et de montrer à travers cette intervention, c'est que en fait, le processus de la convention a été assez ouvert pour que plusieurs modèles de répartition des rôles entre expertes et citoyennes aient pu coexister tout au long du processus. L'enjeu, enfin, les questions que je me pose en fait derrière ça, c'est donc ça c'était la première slide, je vous disais les modèles de relations expertes citoyennes. Je passe à mes questions. Euh, donc oui, derrière ça, ce que moi j'essaye de comprendre, c'est quel est enfin, pourquoi exactement on tire au sort des personnes non spécialistes pour proposer des mesures de lutte contre le changement climatique, parce qu'on entend beaucoup de justifications différentes par rapport à ça, et il me semble qu'elles relèvent de conceptions du changement climatique ou de la démocratie qui sont assez différentes. Euh, et en fait, plus largement, je me pose la question de comment on peut définir le rôle des citoyennes tirées au sort dans le contexte qu'on vit, c'est-à-dire un contexte de catastrophe écologique qui est un défi en partie inédit. Et pour essayer de répondre à ça, je vais vous proposer en fait une typologie des mesures de la Convention que j'ai fait dans le cadre de mon mémoire de M2 et l'année dernière, et qui s'appuie sur l'élaboration, sur vraiment l'observation du processus d'élaboration des mesures. Et dans un second temps, j'aimerais bien partir de cette typologie pour ensuite essayer de voir si ça nous permet de mieux comprendre les différents rôles citoyens au sein de la Convention. Avant ça, je voulais simplement rappeler, je vais passer très vite parce que j'aurai pas le temps, surtout avec le problème. Mais en tout cas, je parle de type d'expertise sur le changement climatique et pas sur un autre thème. Or, c'est un thème qui est assez particulier pour. Enfin, c'est pas comme si l'Assemblée avait travaillé sur le droit à l'avortement, par exemple. J'en mentionne juste certains. Par exemple, Claire Melly-Wilson me rappelait que c'est une question qui est ouverte, on ne peut pas répondre par oui ou non à ce problème, que c'est un problème aussi qui est large, qui implique des changements collectifs et individuels qui vont plutôt vers la limitation et qui peuvent être impopulaires, etc. Les experts et les expertes dont je parle sont soit des membres des intervenants, soit les membres du groupe d'appui et du comité des gestiques, donc qui ont eu un suivi plus régulier de l'élaboration des mesures de la Convention. Voilà. Donc, pour entrer dans la typologie, cette typologie-là, elle émane donc de l'observation des petites tables de travail. Simplement, moi, j'ai suivi que le groupe Produire Travailler, donc je me suis beaucoup appuyée sur des remarques et des LED de collègues qui ont observé d'autres groupes, et je pense notamment à Hélène Guillemot qui m'a beaucoup aidée pour cette typologie. C'est simplement, elle est venue d'observations à des tables qui, pour moi, travaillaient de manière très différente, avec des dynamiques voilà, de relations entre les citoyens et entre les citoyens et les experts qui n'avaient vraiment rien à voir en fonction des mesures travaillées. Et j'ai, à partir de là, élaboré plusieurs critères pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, le premier critère, c'est la source des mesures. Qui a porté en fait cette mesure au sein de la Convention? Est-ce que c'est les militantes écologistes? Est-ce que c'est les experts, le gouvernement, les syndicats, les citoyens eux-mêmes, etc. Comment elles ont été portées? Est-ce que c'était à 30? Est-ce que c'était une seule personne ou à 150?
Est-ce qu'elles ont suscité des désaccords et si oui, de quel type et comment ils ont été traités? Et quel type d'arguments ont été échangés entre les citoyens et les citoyennes? Et enfin, quel type d'expertise y a lieu? Est-ce que le problème était très technique, il y avait un besoin particulier d'experts tout au long de l'élaboration ou au contraire, il y avait un manque flagrant de documentation, etc. Je fais simplement une remarque préliminaire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que évidemment c'est une typologie et qu'elle simplifie largement une réalité qui est bien plus nuancée. Je vais en mentionner au moins deux, c'est que une mesure peut très bien relever de plusieurs types différents et une mesure peut aussi changer de type au cours du temps et je ne suis pas encore entrée dans ces détails-là. Alors, les modales, c'est une amie dessinatrice qui m'a aidée à rendre plus vivante ma typologie. Euh, il faut voir ça comme des espèces de scènes qui condensent un peu les principaux traits de chaque type. Donc les premières sont les modales. Les mesures modales ont la particularité d'avoir un objectif qui a été mentionné par beaucoup d'acteurs différents, que ce soit des militantes écologistes, des experts, le gouvernement, des syndicats. Je pense notamment à la rénovation énergétique des bâtiments, à la limitation de l'artificialisation des sols. Il semble que tout le monde soit d'accord sur l'objectif. Et ce qu'on demande aux citoyens et aux citoyennes, c'est de définir les modalités de mise en œuvre de ces objectifs-là. Ces mesures sont très larges et impliquent beaucoup de dimensions de la vie. Et ce qui permet en fait aux citoyens et aux citoyennes d'avoir toujours quelque chose à partager sur ces sujets, à expliquer aux autres. Donc elles ont été travaillées plutôt en groupe thématique à 30 et pas seulement aux petites tables, contrairement à la plupart des mesures. Souvent, les experts ont aidé, comme on le voit sur le dessin, à pointer des questions. Par exemple, pour la rénovation énergétique des bâtiments, est-ce que cette rénovation doit être partielle ou globale? Est-ce qu'il s'agit d'une obligation ou d'une incitation? Quelles aides et à partir de quel seuil? Et les citoyennes ont plutôt apporté ce qu'un article de Yves Saint-Omer de 2008 appelle les savoirs d'usage, donc plutôt des expériences de vie qui permettent de dire par exemple sur la taxe carbone, moi j'habite à la campagne et je peux pas aller travailler sans ma voiture, des choses comme ça. Voir leur savoir professionnel diffus dans le même article, qui sont d'ailleurs à la fois manuels et intellectuels, donc ça peut autant être une professionnelle de l'isolation qui va un peu expliquer aux autres comment ça fonctionne, que un urbaniste spécialiste de l'artificialisation, qui sait beaucoup de choses sur l'artificialisation des sols. Donc voilà, j'ai mis plusieurs exemples sur le côté. Voilà. Le deuxième type de mesures sont les mesures techniciennes. Ces propositions ont d'abord été, en fait, elles ont été exclusivement apportées par la sphère experte et elles ont la particularité d'être assez compliquées. Et ce qui fait que souvent, il y a un ou une citoyenne qui va avoir les compétences professionnelles adéquates pour lui permettre de mieux comprendre que les autres la mesure. Et du coup, elle va entrer dans une relation plus serrée avec l'expert ou l'experte. Donc, c'est les deux personnes qu'on voit sur le côté, l'expert ayant le badge vert. Et les trois autres ont du mal à suivre ce qui se passe. Et il y a beaucoup de documents à lire sur la table. Et en fait, il y en a même qui vont dire, bon, moi, je me retire, je vous fais confiance. Ces mesures-là sont compliquées parce que souvent elles engagent des mécanismes financiers, économiques ou même juridiques compliqués. J'ai mis sur le côté des exemples, donc il y a toutes les mesures qui concernent la réforme de la PAC. J'ai mis aussi l'ajustement carbone aux frontières, la réorientation de l'épargne de la Caisse des dépôts et consignations vers les investissements verts, etc. L'experte ou l'expert est là à chaque moment du processus pour répondre aux questions, pour aider à avancer et pour apporter des documents qui sont nombreux et nécessaires. Et la mesure avance plutôt très rapidement et sans soulever de désaccords particuliers. Ensuite, nous avons les mesures de restriction. Ces mesures, elles viennent très souvent, et je crois que Maxime en a parlé hier, de la sphère militante écologiste, et particulièrement en dehors du processus de la Convention. Elles ont la particularité d'avoir des conséquences qui sont très sensibles sur le quotidien de chacun et de chacune.
ce qui fait qu'elles créent des réactions qui sont vives et souvent hostiles. Et elles ont été portées beaucoup, collectivement, enfin en petits groupes en fait. C'est-à-dire que là, on voit un groupe thématique avec, un petit groupe qui est plutôt, qui apporte cette mesure et qui dit: «Il faudrait faire un effort étant donné la situation». Un autre groupe, qui va plutôt être hostile à la mesure en disant, «C'est une entrave à la liberté». Donc la question de la liberté est vraiment, centrale dans ce type de mesure. Et un autre groupe qui lui, enfin, je trouve que pour ces mesures, on voit beaucoup plus le changement d'avis, l'évolution des opinions au cours du processus. C'est ce qui s'est passé pour les 110 km/h où on pensait que ça allait pas du tout passer et finalement, il y a une espèce de petit tiers de personnes qui a changé d'avis, au cours du processus et ce qui a fait que la mesure a été adoptée à 57 des voix à la fin. Hem, il y a eu un gros manque d'informations et de documentation sur ce type de mesures et c'est pour ça qu'elles sont arrivées tard dans le processus. Je pense notamment à l'aviation, qui est arrivée que la 3e ou la 4e session, il y avait pas du tout de sujet là-dessus et c'est beaucoup par le biais de la pression des écologistes, à l'extérieur du processus. L'avant-dernier type sont les mesures, ah pardon, j'ai oublié quelque chose, c'est que là, je parle plus d'exemples, mais je parle de liste de mesures. C'est-à-dire que pour moi, la liste que j'ai mise sur le côté avec donc la réduction de la vitesse sur autoroute, les mesures sur, l'aviation, la réduction de l'aviation et celle sur la publicité et enfin le moratoire sur la 5G, c'est, la liste exhaustive des mesures, de ce type. Hem, pour les politiser, c'est la même chose. Il s'agit d'une liste exhaustive, donc il y a la hausse de la taxe sur les dividendes, la réduction du temps de travail, la renégociation du CETA et toutes les mesures qui ont lien avec le financement. Pour ces mesures-là, elles sont dites politisées parce qu'elles sont articulées à des débats idéologiques et politiques qui existent déjà et qui sont bien situés. Disons qu'en fait, elles rendent plus explicites les positionnements idéologiques des personnes dans les débats. Elles sont venues principalement de syndicats, donc elles ont une source syndicale, ou de citoyennes très politisées. Elles ont soulevé beaucoup de débats, que ce soit aux petites tables, plus tard en groupe thématique et ensuite en plénière. Même s'il y a eu, enfin là, je dis aussi que pour moi, en fait, le fait d'avoir eu peu de temps de débat, par exemple pour les 28 heures, en plénière, il y a eu littéralement, je crois, quelques minutes en fait, de débat avant qu'elles soient écartées. Et les débats ont souvent été repoussés jusqu'à la fin parce qu'il y a eu une volonté de favoriser ce qui y avait de consensuel entre les membres et de repousser les débats, ce qui fait qu'il y a eu très peu de temps de débat et aussi il y a eu assez peu d'interventions en contradictoire des experts, ce qui fait qu'elles ont eu moins de chances, on va dire, d'apparaître et de s'épanouir dans le processus. En tout cas, ces mesures sont souvent jugées, en décalage avec, le mandat, n'ayant, rien à voir et les citoyennes et citoyens ont manqué de données aussi. On voit un citoyen qui cherche un peu du regard, un expert ou une experte du groupe d'appui, notamment pour, simplement, en fait, rendre crédibles leurs discussions et leurs arguments et il y a des citoyens qui parlaient d'opposition de monde, sur ces débats-là ou, de débats philosophiques. Hem Pour moi, c'est des mesures qui engagent des visions du monde et du futur, qui s'opposent. Enfin, il y a les mesures fondamentales. Elles sont également peu nombreuses, mais pour le coup, je trouve ça assez logique puisqu'elles sont fondamentales. Hem, elles sont fondamentales en 2 sens, au sens juridique, dans le sens où, elles relèvent, du changement constitutionnel ou de nos textes fondateurs. Mais aussi, elles participent à fonder un sentiment de communauté des 150. Ce sont toutes les mesures donc qui portent à réviser la Constitution ou qui permettent une réflexion méta sur le processus. Donc par exemple, en proposant, un futur aux conventions citoyennes pour le climat, enfin aux conventions citoyennes sur d'autres thèmes. Elles sont arrivées tard dans le processus, elles ont été amenées par des militantes, écologistes comme Nicolas Hulot ou Valérie Cabane. Puis travaillé particulièrement par un membre. Donc là, en haut, on voit un membre qui travaille tout seul, chez lui en intercession et qui est au téléphone avec une juriste. Et ensuite, on le revoit, en plénière, parce qu'en fait, elles ont aussi soulevé beaucoup d'enthousiasme parmi les membres et ont même créé des moments d'émotion assez intenses, en plénière et c'est ce qu'on voit, en dessous.
voilà, j'ai ça sous la forme d'un tableau un peu plus froid. Je vais pas m'arrêter là-dessus. Ce que je voulais faire, avant de conclure, c'est simplement d'essayer de voir en quoi cette typologie, enfin, d'essayer de jouer un peu avec ça parce que pour moi, il y a un lien entre ces types de relations citoyennes-experts et la conception du rôle de citoyen dans le contexte enfin, du changement climatique. Et du coup, j'ai essayé de tirer les fils et pour chaque type de mesure, de comprendre qu'est-ce qu'on demande aux citoyens et aux citoyennes. Vous avez 15 minutes devant vous. Ouais, je vais encore parler 5 minutes et puis après, ce sera les discussions. Merci Christiane. Donc pour les mesures modales, dans le processus, les citoyennes et les citoyens ont apporté donc leur savoir d'usage et leur savoir professionnel pour améliorer les modalités de mise en œuvre de l'objectif. Plus largement, il me semble que leur rôle, c'est de rendre une mesure plus juste socialement, parce que son élaboration aura impliqué des profils sociaux plus divers que dans une assemblée nationale, par exemple, ou de rendre une mesure, et de rendre une mesure plus acceptable socialement par le processus de participation lui-même. Pour les mesures techniciennes, on a plus de mal à voir ce que les citoyens et les citoyennes ont apporté à la mesure. Euh, donc pour moi, c'est plutôt, ils ont eu le rôle de choisir entre plusieurs options ou de soutenir des mesures déjà pensées. Et j'ai un citoyen en entretien qui me disait, pour moi, notre rôle, c'était de faire le lien entre les experts et les élus. Et, donc, je crois que dans ce type-là de mesures, leur rôle est plutôt de légitimer des idées expertes vis-à-vis du gouvernement ou d'aider le gouvernement à présenter ses propositions devant d'autres instances économiques ou d'autres pays. Pour les mesures de restriction, les citoyennes soulèvent des conflits qui sont de plusieurs niveaux et qui sont surtout internes, à chaque individu, et qui sont pour moi assez propres à l'écologie politique parce que ça porte sur des questions de sobriété, de décroissance et de limitation. Et leur rôle plus large, hypothétique, encore une fois, c'est d'aller dans le sens des intérêts du futur parce que les élus seraient pris dans des logiques de court terme et qui ne pourraient pas soutenir ce type de mesures. Ce serait aussi d'accompagner dans l'espace public des propositions qui sont souvent impopulaires a priori. Pour les mesures politisées, les citoyennes ont articulé des enjeux de la lutte contre le changement climatique à des conflits sociaux et idéologiques qui sont déjà existants et bien situés. Et leur rôle, peut-être plus général, a été de délibérer sur des sujets généraux, de trancher entre des conflits que l'inédit de la situation climatique ne réduit pas. Et enfin, pour les fondamentales, les citoyennes ont proposé des orientations politiques fondamentales pendant le processus. Et on peut se dire que leur rôle plus large, c'est de soulever des débats sur l'orientation d'une communauté politique dans un contexte inédit. Je pense notamment au rapport au long terme et aux autres espèces vivantes, et de créer un sentiment de communauté politique à plus grande échelle. Alors, je suis peut-être allée un peu trop dans les détails, mais en fait, ce que je voulais dire principalement, c'est que pour moi, la manière d'envisager les citoyens et les citoyennes dans les premiers types de mesures, donc modales et techniciennes, ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que là, on leur demande plutôt d'être des usagers des politiques publiques, tandis que dans les trois autres, il me semble que leur rôle est un peu plus on leur fait plus confiance pour, par exemple, lier l'enjeu du changement climatique à des débats, en fait, définir eux-mêmes ce que c'est que la lutte contre le changement climatique, de parler de sujets généraux et de donner de grandes orientations à nos politiques. Et pour conclure, je voulais rappeler donc que la coexistence de ces types de mesures a pu avoir lieu parce que les procédures de la Convention citoyenne pour le climat ont été assez souples pour cela. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, dans la Citizen Assembly UK, dans la Climate Assembly UK, où les citoyennes ont pu choisir qu'entre des options déjà bien pensées par les expertes et les organisatrices. Pour autant, évidemment, les procédures de la Convention ont également favorisé certains types de mesures plutôt que d'autres. Je vous ai parlé du nombre de mesures. Donc, par exemple, le fait d'avoir peu de débats en groupe thématique ou en plénière et peu de contradictoires dans les interventions d'experts ont rendu plus difficile l'apparition et le développement des mesures clivantes, qui sont finalement peu nombreuses si on cumule les mesures de restriction et politisées,
et qui, il me semble, et ça c'est pour répondre aussi à une discussion qu'il y a eu hier sur ce sujet, donc, enfin, pour moi, elles ont pu naître, ces mesures, que parce qu'il y a eu des interactions entre des citoyens et des citoyennes et des associations, des syndicats en dehors de la Convention. Voilà, donc il y a bien des conceptions du rôle de citoyen qui ont été favorisées dans le processus de la Convention et qui, pour moi, donc, favorisent plus un citoyen usager, on va dire, que une citoyenne ou un citoyen qui pourrait trancher et orienter des politiques plus fondamentales. Et donc, pour ouvrir la discussion, je voulais à la fois qu'on puisse discuter sur cette description des types de mesures, mais aussi de manière plus normative sur le rôle des citoyennes tirées au sort dans la lutte contre le changement climatique. Voilà, je vous remercie. Alors, pour Selma, en fait, deux questions. Une question de Bernard Robert. En quoi un savoir d'usage ou un savoir professionnel, donc dans la typologie d'Yves Saint-Omer, mérite-t-il le qualificatif de citoyen? Ne sont-ils que des consommateurs usant de... Excusez-moi, j'ai une question. J'ai oublié de revenir à la ligne et je ne vois pas la fin de ligne. Attendez, qui userait de services, par exemple, ou des citoyens, ou est-ce que la citoyenneté attendrait quelque chose de plus normatif? Et pour relancer la question, c'était une question que j'avais juste après. Est-ce que, pour terminer sur ton tableau, Selma, est-ce que quand on leur demande, on les invite à trancher sur des options, qu'est-ce qu'on requiert d'eux? Voilà, et je pose l'autre question, une question de Daniel Bois à Selma. En quoi un savoir d'usage non, merde, excusez-moi. Les 150 mesures finales adoptées par la CCC peuvent-elles être toutes rangées dans les catégories que tu proposes dans ton tableau? Si oui, quelle répartition finale en pourcentage? Voilà, ces deux questions. D'accord. Alors, pour la première question, bah, je suis d'accord. En fait, pour moi, c'était ça qui me perturbait, Bernard, pour te répondre. C'est que j'avais l'impression d'être plutôt, oui, dans un contexte où on demande un peu les avis des personnes sur un produit. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas un savoir citoyen dans le sens d'une participation sur des sujets généraux. Et pour la deuxième question, j'ai réfléchi à... Enfin, Louis Gaëtan m'avait conseillé de rendre ça de manière graphique pour essayer de voir un peu quelle répartition des mesures. J'ai pas voulu entrer là-dedans parce que je veux pas non plus que... Enfin, je pense pas que les 150 mesures rentrent dans ma typologie. Et je veux pas que ça ait ce côté de... Enfin, voilà, un peu quantitatif de savoir. Et j'ai besoin aussi d'en discuter avec d'autres observateurs, d'autres groupes de travail pour améliorer ça. Donc, je ne peux pas répondre pour l'instant sur la répartition. Et dernière question pour Selma. Merci de ces observations. Est-ce que pour vous, en fonction de vos observations, les débats et discussions hors de la Convention sont primordiales pour l'épanouissement des réflexions des 150? Bah oui, pour moi, ils le sont en fait. Et après, il y a un enjeu qui est de savoir est-ce que tous les groupes de pression, on va dire, ont les mêmes moyens pour le faire. Mais en tout cas, je trouve que dans le processus de la Convention, il y a eu vraiment un apport de tous ces moments en dehors de la Convention entre des citoyens et d'autres groupes sociaux, quoi. Et dernière question de la même personne qui fait suite. Est-ce que les 150 ont bien accueilli ces débats en dehors? Ont-ils été demandeurs? Alors, il me semble ça a été plutôt bien accueilli. C'est eux qui ont co-organisé certains événements. Et après, c'était le temps qu'ils avaient, quoi. Voilà. Mais en tout cas, sur les retours qu'il y a eu, oui, c'était plutôt très positif.